Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Un mort, 2 blessés. C'est le bilan de ce drame survenu à Tambacounda ce samedi. 2 bâtiments se sont effondrés. Une fillette de 6 ans a perdu la vie. Pneus brûlés, routes barrées, les populations de Mbao sont descendues dans la rue pour dénoncer la présence d'une forte odeur d'ammoniac dans leur quartier. Mise en cause, les industries chimiques du Sénégal ont été prises d'assaut ce samedi. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation en grève mercredi et jeudi prochain. Face à la presse, leur secrétaire général dénonce entre autres des lenteurs dans l'amélioration de leurs conditions de travail et le non-paiement des heures supplémentaires à certains formateurs. La lèpre gagne du terrain à Touba. L'année dernière, 50 personnes ont contracté la maladie. Les autorités annoncent que des dispositions sont prises pour stopper sa propagation. En sport, le Sénégal se qualifie au 3e tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Lionceaux ont battu la Tunisie sur le score de 3-2. Nous serons en ligne avec Pape Faraning pour plus de détails. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec ce drame à Tambacounda. Dans le quartier de Médina Koura à Tamba, 2 bâtiments se sont effondrés. Le bilan fait état d'un décès et de 2 personnes blessées. La victime est une fillette de 6 ans, Moussa Oumargueil et Amadou Diédiou. Un mort, il s'agit d'une fillette âgée de 6 ans et 2 blessés. Le bilan de l'effondrement des 2 bâtiments au quartier Médina Koura est lourd. Le premier magistrat de la ville de Tambacounda, Mamba Lelo, suite à la forte pluie, s'est rendu sur les lieux dans la capitale orientale. Pas plus tard qu'hier, le préfet Mor Talatine a rappelé la mission de la commission protection civile qui veille sur les bâtiments et édifices publics vétustes croupissant sous le poids de l'âge. Ce samedi, chaude matinée dans le quartier de Mbao, situé dans la banlieue dakaroise. Alors qu'elle proteste contre la forte présence d'une odeur d'ammoniac, les populations ont pris d'assaut les industries chimiques du Sénégal. Les manifestants ont brûlé des pneus et barré la route. Les forces de l'ordre sont intervenues. Retour sur les événements avec Salif Sow. La gendarmerie est intervenue. Les hommes en bleu ont réussi à calmer les manifestants. Avant leur descente sur le terrain, des pneus ont été brûlés. La route barrée. Le réveil fut brutal ce samedi à Mbao. L'odeur de l'ammoniac est passée par là. Les ICS sont tenus pour responsables. Devant leurs locaux, plaintes et complaintes s'enchaînent. Depuis 2 jours, il y a une fuite d'ammoniac venant des ICS. Mais ce matin, quand même, la situation s'est empirée. Ce qui a vraiment poussé les populations à sortir et à manifester vraiment leur mécontentement vis-à-vis des ICS, mais surtout vis-à-vis aussi des autorités de ce pays qui, depuis lors, n'ont fait aucun effort pour vraiment pallier ou bien même éradiquer à ce problème qui ne cesse, à cette situation qui ne cesse de nous créer des problèmes. La santé n'a pas de prix et depuis que les ICS sont là, vraiment notre état de santé ne cesse de se dégrader. Nos femmes aussi vraiment ne cessent d'avoir des problèmes, de même que nos enfants. La réaction des autorités compétentes est vivement sollicitée par les contestataires qui craignent, disent-ils, pour leur santé. J'aimerais rappeler quand même au niveau des ICS, il y a des bassins d'acide à ciel ouvert. Vraiment, il y a aussi de la butane qui peut exploser à tout moment. Donc nous exigeons que les normes environnementales soient respectées. On compte y rester quand même parce qu'on est fatigué. Donc la situation perdure et depuis lors, vraiment, comme nous l'avons dit, aucune autorité étatique n'est venue nous apporter son soutien. Mbao est considéré comme une poubelle, mais nous n'allons pas l'accepter. Et je l'ai dit tantôt, si les dirigeants d'un pays ne savent où l'amener, il faut que ce peuple ose prendre son destin en main et c'est ce que nous sommes en train de faire. Faute de sa délocalisation immédiate, les riverains des industries chimiques du Sénégal demandent aux responsables de prendre les mesures qu'il faut avant que l'irréparable n'arrive. Côté ICS, pas de responsable trouvé sur place, pas de réaction pour l'heure. Je vous l'annonçais en titre, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation sera en grève mercredi et jeudi prochain. Face à la presse cet après-midi, le secrétaire général du syndicat dénonce la non-augmentation des salaires et le non-paiement des heures supplémentaires aux formateurs en charge des instituteurs adjoints. Autre revendication, davantage de transparence dans la nomination au poste d'inspecteur d'académie. Mambiram Diouf et Moudou Diop. La formation diplômante des instituteurs adjoints entamée début août risque d'être hypothéquée après 2 jours de grève les 17 et 18 de ce mois. Dès mardi prochain, la lutte sera
durcie. Cela commence par un débrayage le mardi à partir de 10h, suivi d'une grève totale les mercredis et jeudis. Et bien sûr que le BEN se retrouvera, comme il l'a fait aujourd'hui, pour évaluer et décider de la suite à tenir. Tout dépendra de l'attitude du ministère. Le paiement des heures supplémentaires aux formateurs, toujours pas réglé. Nous faisons ces heures de vacation et l'État n'a jamais appliqué le texte sur la vacation. C'est le décret 80-354. La revalorisation des salaires, autre point du protocole d'accord du 30 décembre 2014, non encore satisfaite. Nous avons entendu en avril passé le président de la République se prononcer sur la question en reconnaissant qu'il y a des disparités flagrantes entre fonctionnaires à ce niveau-là. Mais il s'est empressé de dire qu'il n'était pas question de faire un nivellement par le haut. Nous lui disons aujourd'hui vers quel nivellement il ira. Le ministre de l'Éducation nationale, à qui Samba Diakhaté et ses camarades demandent des explications, gère de façon nébuleuse, d'après eux, les nominations aux postes d'IA et d'IEF. Aujourd'hui, la sélection qui vient d'être faite est remise en cause par ceux qui y avaient participé. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et nous demandons aujourd'hui l'arrêt du processus pour qu'enfin nous puissions, si le ministère veut en tout cas gérer dans la transparence, si le ministère veut gérer dans l'équité, que nous puissions rediscuter toutes ces questions-là. La revue des textes régissant les centres régionaux de formation professionnelle de l'éducation, autre exigence du syndicat des inspecteurs qui se dit ouvert au dialogue. Renouvellement des instances du syndicat des enseignants libres du Sénégal, repenser l'action syndicale pour relever les défis du monde du travail. C'est le thème du 5e congrès ordinaire du syndicat. Pendant 48 heures, les enseignants vont échanger et tenter de trouver le moyen de limiter les grèves à répétition dans le secteur. Compte rendu de la rencontre qui a démarré ce samedi, c'est avec Ibou Diouf et Léa Niafouna. En ces années d'existence, le syndicat des enseignants libres du Sénégal a tenu son 5e congrès ordinaire. Il s'agit de poser la réflexion autour de la thématique, repenser l'action syndicale pour relever les défis du monde du travail. Comment rendre l'action syndicale plus efficace tout en sauvegardant notre crédibilité et l'intérêt général de la communauté. Que le mouvement syndical est en mesure d'apporter les réponses idoines à cette problématique qui conditionne notre avenir. Dans un environnement syndical de plus en plus complexe, le CELS veut à travers ce congrès poser quelques défis à relever. Le défi majeur et premier du mouvement syndical, c'est comment renforcer l'unité syndicale. Le deuxième défi, c'est la solidarité entre travailleurs. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal a compris le jeu du moment, innover pour exister. Bientôt un siècle ou plus d'un siècle, nous avons toujours les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes démarches. C'est le classicisme syndical. Il faut rompre avec. Se souhaite la validation des années de volontariat, de vacation et de contractualisation, une formation diplômante des instituteurs adjoints, le remboursement des sommes indûment prélevées au titre de l'impôt sur le rappel des reclassés de 2006 et la tenue des assises de l'éducation et de la formation, entre autres. Focus Group ce samedi au terrain de Sacré-Cœur, Boulangerie Jaune, une réunion dont l'objectif était d'expliquer le projet d'aménagement du terrain en question proposé par la mairie de Sacré-Cœur et auquel s'oppose la sous-préfecture des Almadies. Les cadres de l'association des résidents n'ont pas tenu à assister à cette réunion. Les négociations vont tout de même se poursuivre, c'est ce que nous expliquent Chertidiane Dion et Moudou Diop. Toujours pas de consensus entre la mairie de Mermoz Sacré-Cœur et le sous-préfet des Almadies. Pour le moment, impossible d'implanter des bâtiments préfabriqués sur le terrain Sacré-Cœur. Boulangerie Jaune, le projet risque de tomber à l'eau. Bien sûr qu'il est positif. Et je rappelle aujourd'hui que la commune de Mermoz Sacré-Cœur est la seule commune qui ne dispose ni de marché ni de supermarché. Et cela est anormal. Aujourd'hui, les groupements de femmes peuvent s'organiser aujourd'hui et attaquer le conseil municipal parce qu'on leur doit une plateforme de distribution de produits. La commune avec le partenaire, mais le projet va se faire parce qu'il doit se faire et il est hors de question d'être en République. Je rappelle que nous n'avons aucune relation hiérarchique avec le représentant de l'État. Nous avons une relation administrative.
D'après le promoteur, le projet est très bénéfique aux populations. Le retard accusé pour l'aménagement des travaux n'a aucun impact négatif. La question que les populations doivent se poser, il fut un temps où les gens ne pouvaient pas traverser ce terrain-là, question d'insécurité. Vous avez vu vous-même que c'est devenu un parc à Lambaye. Vous avez vu d'autres mettre leurs chevaux, d'autres mettre des ateliers de menuiserie. Déjà, pas mal de pression de nos partenaires, surtout les Allemands, avec qui nous avons une partie des 6250 mètres carrés de bâtiments qui sont déjà là, et avec qui on devait continuer les paiements depuis le mois de janvier. Il faut dire que l'année dernière, si on nous avait laissé faire le projet proprement, on aurait dû commencer à payer depuis janvier. On est aujourd'hui au mois d'août, nous n'avons pas encore payé. Naturellement, il y a de la pression de nos partenaires, mais qui sont encore patients, qui croient en ce projet, piloté par des Sénégalais exclusivement. Lors de cette audience foraine, autorités locales, associations des jeunes et dignitaires du quartier ont eu à tenir des échanges fructueux. De la pollution visuelle, c'est ainsi que la directrice d'Imo Communication qualifie l'implantation anarchique des panneaux publicitaires dans la capitale sénégalaise. Également membre de l'association professionnelle des régisseurs, elle invite le chef de l'État à réglementer l'installation des panneaux publicitaires. Oulaye Kati Diop a tenu une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Chartidiane Dione. Aujourd'hui, je vois des panneaux posés un peu partout. Je pose juste la question, et c'est même pas par rapport aux régisseurs, c'est au gouvernement que je pose la question, moi. C'est pas à mes collègues. Parce que mes collègues, ils ne peuvent pas se permettre de poser comme ça des panneaux. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je demande solennellement au président de la République de nous aider. Le secteur de notre activité est pollué. Aujourd'hui, on a besoin que vous convoquiez tous les gens qui sont aujourd'hui responsables de ce secteur pour qu'on fasse une bonne fois pour toutes, qu'on fasse pour de vrai le ménage dans ce secteur, tout simplement. Parce que, Monsieur le Président, vous avez dit qu'on est dans un pays d'émergence. Nous, on est les jeunes, en tout cas, qui y croyons. Parlons de toute autre chose à présent, des inondations dans la banlieue dakaroise. D'après le ministre du Renouveau urbain, la situation est maîtrisée. Diène Farbassar a visité quelques sites touchés par les inondations. Écoutons Monsieur le ministre. Il est au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Le constat, le voilà. La situation est maîtrisable. Nous n'avons pas vu, comme à l'accoutumée, des mares. Nous avons vu que des flaques d'eau. Cela prouve que le réseau fonctionne. Depuis 2012, l'assainissement a été pris en main par les autorités. 101 milliards injectés dans l'assainissement, c'est déjà beaucoup. 27 de mon département, 37 ont été injectés dans l'assainissement par l'ONAS et 37 par l'ADM. Ce que nous avons vu comme constat, c'est des points bas. Nous allons renforcer les maires en motopompe. En ce qui concerne maintenant les bassins, il y a des problèmes de décrétage et de faucordage que nous allons faire dans une semaine pour augmenter le volume de stockage. Et donc nous allons le faire. Dire aussi aux populations aussi de les sensibiliser parce qu'il y a l'obstruction de certains bassins, ce qui n'est pas normal. Je vous le disais en titre, à Touba, au cours de l'année dernière, 50 nouveaux cas de lèpre ont été répertoriés par les services sanitaires. Afin d'éviter que la maladie favorisée par la pauvreté se répande davantage, les autorités assurent prendre leurs dispositions. Direction Touba, où nous retrouvons nos correspondants Mohamed Jodiop et Talassamba. Recrudescence de la lèpre à Touba, les autorités médicales sont sur le qui-vive. Le district sanitaire de Touba veille au craint depuis quelques mois avec la réapparition de la maladie de Hansen. Déjà, une cinquantaine de cas ont été répertoriés en 2015. Pour l'année 2015, 34 nouveaux cas. Pour l'année 2015, là vraiment, c'était le sommet. Donc 51 cas, vraiment, c'est important. Aussi, la prise en charge est gratuite dans notre pays. C'est la polychimiothérapie et ces médicaments sont pris de façon régulière. D'abord à la phase intensive, qu'on appelle sous forme de TDO. Après la phase intensive révolue, on passe à la phase de consolidation qui au total peut prendre entre 6 à 8 mois. Pareil, c'est gratuit.
Sensibilisation et formation du personnel médical sont les stratégies mises en place par les autorités médicales. On a tenu beaucoup de formations à l'endroit des prestataires, notamment des ICP, depuis 2012. Et récemment également, lors de la campagne MTN, on a fait quelques rappels sur la lèpre. Donc avec l'ONG DAO, on a formé des groupes de parole. Donc ce sont des anciens malades qui sont organisés et qui sont en train de faire des causeries au niveau des quartiers pour dire aux gens que mais nous étions malades, on est guéris, on est là comme vous. Mais les membres contactés refusent systématiquement de se faire filmer. La lèpre est toujours considérée comme la maladie de la honte. C'est une maladie vraiment qui est très redoutable, parce que généralement, quand on parle de lèpre, les gens parlent de malédiction, les gens parlent d'hérédité. La lèpre ou maladie de Hansen est de retour dans notre pays, malgré l'annonce d'une élimination en 1994. Les autorités médicales sont déterminées à l'éradiquer définitivement. La lèpre, une maladie qui fera l'objet d'un dossier spécial proposé par la rédaction et qui sera diffusé la semaine prochaine. Parlons de toute autre chose à présent, de l'une des boissons phares du Sénégal, le café Touba. Aujourd'hui, sa préparation ne met pas tout le monde d'accord. Si pour certains, le café Touba n'est aromatisé qu'avec le poivre de Sélim, d'autres soutiennent que son goût est dénaturé par l'usage du riz, du mil ou du maïs. Alors comment est vraiment préparé le café Touba? Réponse dans ce reportage de Birimatior. Café Touba ou café Saf, une boisson bien aimée des Sénégalais, plusieurs étapes avant le produit fini. Seulement aujourd'hui, sa composition actuelle inquiète. Je ne bois pas du café Touba. Si je le prends, je me sens mal à l'aise. Et puis, je me souviens avoir vu du café qui s'est déversé près de ma boutique. 5 jours après, c'était devenu blanc. Même s'il ne peut pas arrêter la consommation du café Touba, cet amateur constate. Chaque matin, je prends une tasse de café Touba. C'est vrai qu'il y a des gens qui ajoutent d'autres produits. Je sais bien de quoi je parle. Il y ajoute du riz, du mil, du maïs, etc. Il est difficile d'identifier ce qu'ils font. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce café-là peut être reconnu par son faible prix. Vérité ou simple invention, en tout cas, ces vendeurs de café Touba démentent. Dans ce marché, nous ne mélangeons pas le café avec du riz, du mil, encore moins avec du maïs. On y ajoute du poivre de Sélim. Ce que disent les gens sur le café Touba n'est pas vrai. Ils veulent gâcher notre travail alors que nous sommes là pour s'épanouir. Plus de soins sur la préparation du café Touba, une nécessité pour conserver sa saveur et ses vertus originelles. Premier anniversaire hier, jeudi 19 août, du décès du grand Doudou Ndiaye Coumba Rose dans la commune de la Médina, fief du tambour-major. Une caravane a été organisée pour lui rendre hommage, compte rendu avec Dissa Prera et Massaer Ndiaye. 100 batteurs, hommes et femmes, dans les rues de la Médina, une caravane à travers les artères de ce quartier qu'il a vu naître en 1930. Un an après sa disparition, la commune et ses enfants rendent hommage à Doudou Ndiaye Rose. L'idée, c'est que le 19 août doit figurer désormais dans l'agenda culturel du Sénégal, d'après un de ses fils. C'est important de garder cette date dans le calendrier culturel du Sénégal, parce que tellement que pour moi, mon père a de la valeur, plus qu'un autre musicien qui me permet de dire, les musiciens qui ont des dates, Doudou mérite d'avoir une date. Et c'est pour cela que je dis, j'ai envie que cette date soit marquée pour que chaque année, qu'on le fasse à un festival qui revient à la mairie de Dakar, qui revient à la mairie de Médina, pour que ça soit un festival comme ce qui se passe dans le monde entier. On peut savoir ce que vous comptez faire de l'héritage de Doudou Ndiaye Rose et comment on compte. Vous me parlez de l'héritage culturel ou de l'héritage culturel? Pour l'héritage culturel, c'est ce que je suis en train de dire. De son vivant, la commune de la Médina a tenu à honorer le tambour-major. Le rond-point de la Médina, qui a accueilli les festivités, porte désormais son nom. Le maître du rythme s'en est allé, mais son héritage demeure. Le nom de Doudou Ndiaye Rose doit demeurer et que sa mémoire doit être inscrite en lettres d'or aussi dans nos mémoires nous-mêmes. Doudou Ndiaye Rose reste ce Sénégalais que nous aimons toujours.
nous l'avions baptisé cette place. Le pourquoi, parce qu'il habitait là où il y a la RTS, c'est là où il était sa maison. Et chaque 4 avril, il prenait départ ici pour aller à l'obélisque. Donc chaque 4 avril, on dira que notre défilé, le départ sera à la place Doudou Ndiaye Rose, passant par Vieux 5 Faye. Donc ces deux grandes personnalités culturelles, ils sont des monuments culturels, ils sont des icônes. Les majorettes du lycée Kennedy, la chorale de Julien Jouga, la troupe Mam Ndiare de Yoff ont accompagné les batteurs qui ont rappelé le message d'unité, de paix et de fraternité, message cher à Doudou Ndiaye Coumba Rose. Five and Feathers, c'est ainsi que s'intitule le nouvel album de la chanteuse et compositrice Awali, un opus auquel ont participé de nombreux musiciens issus de différents pays. Ainsi, dans cet album qui parle d'amour, la musique sénégalaise se mêle aux sonorités maliennes et même chinoises. Aïssatou Paye et Alioune Diagne ont rencontré Awali, suivant leur reportage. Beaucoup d'amour dans Five and Feathers, le nouvel album de Awali, un amour qui nous transporte au-delà des frontières. C'est un album fait de collaborations, de beaucoup de collaborations, et inspiré par ce que je suis, c'est-à-dire vraiment entre le Sénégal, la France, l'Italie, mais un grand sachet qui est dessus écrit « Amour » avec un grand A, parce que dans ce sac, dans cet énorme sac, il y a toutes les formes d'amour. Celle vraiment qu'on porte pour la personne aimée, mais celle aussi qu'on fait pour son travail avec passion. L'amour pour l'humanité en général, l'amour, voilà, qui est la base, j'imagine, de ce monde. Un titre évocateur, Five, 5 comme les doigts de la main par exemple, Feather, une plume. Il y a beaucoup de choses, c'est pour donner quelques indices qui se dénombrent par le chiffre 5, les 5 sens, les 5 océans, les 5 portées d'une ligne musicale aussi. Il est très cryptique, très mystérieux, il a un sens pour moi, mais j'aimerais bien qu'au fil des chansons, que les gens puissent se faire une idée eux-mêmes de Five and a Feather. Et la plume est un élément magique, disons, qui relie tout ça. Un pinceau trempé dans une encre noire pour relier sentiments et émotions. Let me love you. Let me love you. Let me love you. Oh, let me love you. Envolée que les mélomanes vont écouter, peut-être assis ou couchés, pour un voyage avec la sublime voix de Awali, la fille aux multiples couleurs. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec du football et cette belle victoire de l'équipe du Sénégal qui se qualifie au 3e tour de la CAN des moins de 17 ans. Les Lionceaux ont battu cet après-midi la Tunisie sur le score de 3-2. À l'aller, ils s'étaient imposés sur le même score et c'était à Tunis, un match sur lequel nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Le nouveau centre de retraite et de formation de nos différentes équipes nationales, bientôt baptisé Essamaï en hommage à Jules-François Bocandé. Le stade du centre portera lui le nom d'Amadou Salif Ndiaye, international sénégalais, décédé l'année dernière en plein regroupement des joueurs de l'équipe nationale. Écoutons le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Amadou Salif Ndiaye, Jules-François Bocandé, c'est des personnes que nous devons donner en exemple à l'ensemble des sportifs sénégalais et au peuple sénégalais. Ils ont toujours mouillé leur maillot pour leur pays et à la limite, ils sont partis les armes à la main pour leur pays. Je pense que c'est important. Et nous avons décidé donc de baptiser le terrain de football qui se trouve au centre de Toubab Dialaw, un stade donc Mamadou Salif Ndiaye. Tout ça pour lui rendre hommage et une cérémonie sera organisée sur place. Certainement au moment où nous allons faire la pose de la première pierre de ce qui sera le futur hôtel fédéral à Toubab Dialaw et qui s'appellera la tanière d'Essamaï. Un autre hommage qui est fait aussi à Jules-François Bocandé. Donc à cette occasion-là, nous poserons aussi
la plaque commémorative et le baptême donc, de ce stade Mamadou Salif Ndiaye. Et je pense que ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir, dans quelques temps, dans un futur pas lointain, gagner une Coupe d'Afrique en senior et la ramener ici à Ziguinchor, aller sur les tombes de nos défunts Mamadou Salif Ndiaye et Jules-François Bocandé. Le président de la Fédération sénégalaise de football qui a également annoncé les résultats des finales nationales des petites catégories. Alors chez les juniors, elles ont été remportées par la sélection de Kolda et chez les cadets, c'est l'équipe de Thiès qui est sortie vainqueur de la compétition. Les Lions du Sénégal n'ont pas rugi aux Jeux Olympiques de Rio 2016. La faute, selon certains athlètes, à un manque de préparation. Le ministère des Sports, par la voix de son chargé de communication, juge ces arguments fallacieux. D'après lui, plusieurs de ces athlètes engagés à Rio ont eu à bénéficier d'une bourse de solidarité. Sa réaction est recueillie par Chartidiane Diao et Younous Diatta. Le Sénégal rentre bredouille de Rio, une situation loin d'être surprenante. Il faut avoir des ambitions quand même très limitées. Il ne faudrait pas être prétentieux pour pouvoir penser qu'on pourrait au moins se passer. Par exemple, quand je fais allusion à l'athlétisme, on s'attendait à ce qu'Amisen au moins puisse améliorer son record. Mamadou Ndiaye qui a été au championnat du monde, qui a invité au championnat du monde et invité récemment aussi aux Jeux Olympiques, pouvait améliorer sa propre performance. Donc je pense qu'il faut relativiser. Hortense Diédhiou, elle n'était plus championne d'Afrique depuis pratiquement 6-7 ans, donc elle n'avait aucune chance. Le chargé de communication du ministère des Sports soutient mordicus que l'échec de nos représentants ne peut pas se justifier par un manque de soutien. Ces athlètes, depuis pratiquement 3-4 ans, ils reçoivent chaque mois ce qu'on appelle la bourse de la solidarité olympique. Y compris, je vais vous dire, Hortense, par exemple, il a reçu par exemple 19 millions de bourses. Et moi, je peux vous donner toutes les factures, y compris. C'est la bourse de la solidarité olympique. Ça, c'est une bourse qui a été affrétée au Sénégal. Et le Sénégal a jugé qu'il y avait certains athlètes qui auraient pu bénéficier et on les a fait bénéficier de cette bourse. Quand les gens viennent dire que ces gens n'ont pas été accompagnés, c'est faire preuve de mauvaise foi. Tokyo 2020, si loin, en même temps si proche. L'État du Sénégal veut prendre les devants. Comme l'a annoncé le Premier ministre, c'est d'avoir une gestion ciblée. La gestion ciblée, c'est quoi? Voir les athlètes. Et en fonction de cela, il y aura des fiches de performance. Et ces athlètes-là devront être évalués tous les 2 mois ou tous les 3 mois par la direction de la compétition et les directeurs techniques nationaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal du soir. Très bonne soirée à vous tous.